Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier en direct de Tenerife, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les amis, on se retrouve aujourd'hui 17 h heure de France, 16 h de Tenerife en direct pour une nouvelle interview dans la Tournée Spark. Les amis, aujourd'hui on va être avec un athlète extraordinaire, on va être avec Jean-François qui va nous rejoindre dans un instant dans cette interview pour nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait pour en arriver là. Donc vraiment, je suis ravi. Alors, je viens de recevoir l'invitation, je crois, de Jean-François. Donc, on est en train de se connecter. Donc, Jean-François, j'ai vu l'invitation, j'ai accepté. Est-ce que ça devrait être OK? Donc, Jean-François qui est du Canada, il me semble. Alors, est-ce qu'on est bon? Salut Jean-François. Ah, yes, je te Bonjour, vois. ça va bien? Bonjour. Comment tu vas? Tu m'entends? Oui, ça va très bien. Numéro un. Alors, je monte le son à fond. Impeccable. Comment ça va, Jean-François? T'es en forme? Oui, ça va très bien. Je suis bien content. J'ai repris l'entraînement plus intensif depuis quelques semaines, là, puis je suis très content des résultats jusqu'à présent. Ah, ben, écoute, je suis ravi et bravo à toi. Un grand honneur de faire cet échange ensemble. Puis t'es entraîné aujourd'hui ou c'est plus après? Ah, c'est prévu après, là, c'est le matin, là, je travaille, ça va être plus en fin de journée. Magnifique. Parce que tu es au Canada, c'est ça, j'apprends toi? Oui, 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 je suis à Oui. Québec, puis je m'entraîne à mon entraînement ici. Je suis propriétaire d'un gym, un gym commercial. Puis je m'entraîne là sur semaine, puis j'ai également mon local où on entraîne les épreuves d'hommes forts à la maison. Magnifique. Ben, écoute, je suis ravi. Merci à toi pour ton temps, pour nous partager un peu ton parcours, ton Ça fait histoire aussi, comment tu en es arrivé là. Donc, 9 fois homme le plus fort du Canada, c'est bien ça. 9 fois finaliste aussi au championnat du monde. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un comme toi, notamment pour échanger aussi en français, pour tous les passionnés de force qui nous suivent. Donc, merci à toi et bienvenue aux personnes qui passent par là pour entendre cet échange. Je vais te laisser la parole, Jean-François, dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, un petit peu comment tu en es arrivé là dans cette discipline, ce sport? Moi, j'ai commencé les hommes forts, ça fait déjà près de 20 ans. J'ai commencé en 2004, tout à fait par hasard. À l'époque, je travaillais dans le domaine agricole, puis je travaillais dans une manufacture d'aliments pour les vaches laitières, tous les animaux de ferme, finalement. Puis il y avait des gars là-bas qui s'entraînaient pour les épreuves de force. Il y avait Yannick Normandin, qui était professionnel à l'époque, également entraîneur et éducateur physique, un ancien joueur de football. Puis lui, il compétitionnait à quand même haut niveau. Puis moi, je regardais faire un petit peu comme ça. Puis ils m'ont demandé d'essayer pour le plaisir. C'est pas quelqu'un qui s'est entraîné dans le passé. J'ai fait beaucoup de sport. Mais j'ai essayé ça pour le fun. Mais j'ai très bien performé à mes premiers. Fait que c'était drôle. Mais cette année-là, par hasard, le championnat provincial du Québec avait lieu dans la ville où je travaillais à Montjoly. Puis ils ont dit, Crime, il y a une compétition dans 3 semaines. Tu devrais participer. Je suis sûr que tu serais bon. Puis je me suis qualifié pour les finales qui prenaient le top 12, mais sur une trentaine d'athlètes, j'avais terminé en 17e place, battant plusieurs gars justement de la région qui s'étaient inscrits là-bas. Et là, j'ai dit, ouais, si je m'entraîne pas et je suis capable de battre des gars, peut-être que je devrais essayer. Et de l'entraînement, puis tu vois, 4 ans plus tard, en 2008, je faisais ma première apparition au World Strongest. Oh, magnifique, extraordinaire. Juste par rapport à ça, de ce que tu nous dis, c'est quelque part, tu as toujours fait un peu de sport, c'est ça, tu étais sportif auparavant dans ta jeunesse? Oui, beaucoup, beaucoup. Tu sais, comme tous les Canadiens, j'ai joué au hockey comme tout le monde. Mais j'ai fait longtemps de la compétition de ski alpin également. Ma soeur également. Toute la famille, finalement, on était près d'un centre de ski. Ça me donnait l'opportunité de faire du ski alpin pratiquement à toutes les fins de semaine. Mais c'est un bon background. Je pense que ça a réveillé quelques sens. Et je pense que je suis tombé en essayant les hommes forts dans quelque chose que j'étais fait pour ça. C'est pour ça aussi qu'on voit quand ils débutent dans les hommes forts, ceux qui vont se rendre à haut niveau, souvent, dans la majorité des cas, ça se fait relativement rapidement. La montée au haut niveau va se faire vite. Comme moi, ça m'a pris 4 ans, j'étais déjà rendu au niveau mondial. Puis c'est ce qu'on va voir des athlètes, là, surtout des athlètes qui ont des génétiques supérieures. Là, on pense à des Brian Shaw ou des Hafthor Bjornsson. Tu sais, les gars, ça ne leur a pas pris 15 ans d'entraînement pour venir à bout de gagner le World Strongest Man. Là. Ça s'est fait quand même rapidement. Mais C'est intéressant. Ouais, vas-y, Jean-François, pardon. après ça, il faut peaufiner. Fait que là, il faut travailler Hum, fort. Ça, c'est sûr qu'on s'entraîne beaucoup. Puis même si tu as une meilleure génétique que les autres, tu découvres rapidement
que ça prend beaucoup de travail pour venir au niveau des meilleurs athlètes de la planète. Il faut se concentrer à 100% ça. Tout à fait. Justement, c'est ce que je voulais te demander parce que tu as un background de sportif, comme tu l'as dit, euh, voilà, qui est quand même différent. Est-ce que quand tu étais dans ces autres sports de ski ou autres disciplines, est-ce que tu avais conscience de ces capacités physiques, de force que tu avais ou pas? Parce que finalement, tu les utilisais, mais d'une autre façon. Ouais. Est-ce que tu avais déjà repéré, vu ça? Qu'il y avait peut-être quelque chose à exploiter ou c'est quand tu t'es mis au bon endroit, comme tu l'as dit, que tu as pu découvrir finalement? Pas vraiment. Je te dirais, je voyais peut-être plus ma force quand que je faisais le travail sur la ferme, on va dire. Là, j'avais plus des objets lourds, des choses comme ça, mais je ne savais pas vraiment. Tant que tu n'as pas testé ta force, tu n'en as aucune idée. Tu sais, des fois, on ramassait des pierres dans le champ, puis c'était à qui c'est qu'elle levait la plus grosse, mais on n'avait aucune idée de la pierre pesait combien. On savait juste que ça, c'était peut-être moins le plus fort, mais peut-être l'autre fois, c'en était un autre. Mais on aimait ça. J'aimais ça, ça fait un peu. Et c'est avec la mon potentiel dans le domaine. Eux autres, ils l'ont vu. Là. Tu sais, la première fois que j'ai fait un soulevé de terre, j'ai soulevé, là, je vais parler en kilos pour les gens français, mais 270 kilos. Les autres, ils ne trouvaient pas ça normal. Là. Tu sais, à l'époque, en 2004, c'était quand même un truc considérable, puis j'avais jamais fait ça. Fait qu'ils ont fait, ouais, lui, il y a de quoi. Puis je me rappelle, à cette époque-là, il y avait un monsieur qui a fait du powerlifting, de la dynamophilie toute sa vie. Il disait, si ce gars-là s'entraîne, un jour, il va faire 900 livres au soulevé de terre. Et le monde avait ri de lui. À ce temps-là, ça ne se pouvait pas en 2004. Mais il avait vu juste quand même, parce que j'ai fait plus que 1000 livres. T'sais. Mais il avait vu un certain potentiel. Mais des gars m'ont encouragé à continuer là-dedans. Ils m'ont aidé dans l'entraînement parce que je n'avais pas vraiment un bagage là-dedans. Mais ça a été un très beau parcours. Puis, j'en garde des très bons souvenirs. Puis, tout le temps le fun aussi de rencontrer ces gens-là à nouveau, même s'ils sont rendus beaucoup plus âgés. Ils sont fiers de mon parcours également. C'est un peu eux autres qui m'ont découvert, on va le dire. Ah, bravo à toi, Jean-François, c'est extraordinaire. Et comme tu dis, parfois, mais nous tous, un peu, on n'a pas forcément conscience du potentiel que l'on peut avoir à certains endroits. C'est vrai. Et est-ce que dans ta famille, il y a les personnes, tes parents, est-ce que ces personnes dans ta famille ont cette génétique de force ou tu sais pas Oui. forcément? Je dirais que ma génétique, elle vient de mon grand-père du côté maternel. Mon grand-père du côté maternel était un grand monsieur, très costaud, très fort. Tu sais, des grosses mains, je dirais même plus imposant que moi, pratiquement. Puis, la plupart, mais mes oncles, ses fils à lui, finalement, n'ont pas eu ce bagage-là. Ma grand-mère, elle, tu sais, mon grand-père était, mettons, 6 pieds 2 3. Ma grand-mère était 4 pieds 11. Elle était très tout petite. Mes oncles sont plutôt petits. Ils ont plutôt eu cette génétique-là, mais moi, je ressemble vraiment à mon grand-père maternel. Je pense que c'est de lui que ça vient beaucoup, cette capacité-là. Physique, on va dire, supérieure à la moyenne que j'ai. Puis, je le remercie grandement. C'est magnifique. Justement, par rapport à ça, Jean-François, j'ai lu un peu un article qui disait que on est plus de 7 milliards sur la Terre et qu'il y avait à peu près, entre guillemets, 2000 personnes sur Terre qui auraient ces capacités quelque part physiques à être un homme fort. Voilà, tout dépend de ce qu'on entend par un homme fort, mais je voudrais vraiment avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un qui part un peu de zéro et qui s'entraîne avec acharnement peut devenir un homme fort ou est-ce qu'il doit avoir quelque part vraiment cette partie génétique plus le travail pour vraiment devenir dans les meilleurs? Toi, tu coaches, t'accompagnes, donc Ouais. est-ce qu'on pourrait avoir ton retour par rapport à ça? Ouais. Moi, je pense que oui, c'est possible avec les connaissances qu'on a aujourd'hui pour quelqu'un qui a une génétique moindre, puis on le voit. Des gars qui ont des capacités peut-être moins importantes au début, mais qu'avec des talents athlétiques supérieurs, vont réussir à battre des athlètes de plus gros gabarits avec moins. Parce qu'ils sont plus agiles, sont plus rapides. Ils vont les battre sur d'autres choses. Je dirais, un des bons exemples est présentement un gars comme Oleksiy Novikov est un très bon exemple de ça. Novikov, dans un gym, c'est pas le gars le plus impressionnant. Tu comprends? Mais il est tellement intelligent, rapide et technique qu'il va arriver à battre des gars plus forts que lui.
Mais si on prend force brute pour talent de force brute, on s'entend que les hommes forts, c'est une partie génétique. C'est pas juste une question de force. On va parler beaucoup de résistance aussi aux blessures. Parce que tu peux devenir très fort, mais de ne pas te blesser et à compétitionner, c'est un autre paire de manches. C'est très important. Aussi, c'est peut-être pour ça qu'on va voir des gars qui vont venir très forts rapidement, vont bien performer, mais ils vont avoir une très courte carrière, par exemple. Ils n'ont peut-être pas la même résistance que d'autres. Mais c'est vrai parce que j'ai parlé beaucoup avec un anthropologue qui est Paul Hall, qui est très réputé, écrivain de la biographie de Louis Cyr. Il parlait environ de 2000 personnes, lui également. Puis c'était surtout des gens des pays nordiques qui avaient cette génétique-là, parce qu'au fil des pas, je dirais les millénaires pratiquement, ont vécu des températures plus rudes, ont mangé plus, ont développé des plus gros gabarits, puis une génétique, on va dire, supérieure à la moyenne, surtout si on compare aux pays du Sud. La seule place qu'on voit dans l'hémisphère sud qui va avoir des gros gabarits, puis il y a beaucoup d'hommes forts qui viennent de là, ça serait la Polynésie française, là, Samoa. Cette partie-là sont tous gros monsieur, sont très forts. On a eu beaucoup d'athlètes qui viennent de cette génétique-là présentement. On a Eddie Williams, qui est un Australien, mais il a la génétique de la Polynésie française. C'est une partie du globe également qui ont des excellentes génétiques pour développer de la force et de la résistance. Là, on va voir là-bas aussi tous des gros hommes. Chose qu'on ne verra pas au Mexique ou dans des pays d'Amérique latine. Ça va dépendre de différents types, mais je pense que sur le long terme, ça s'est construit un peu différemment. C'est sûr que la génétique un peu des Vikings qu'on peut voir en Islande ou dans les pays scandinaves, les très nordiques, de façon générale, la population va être plus grande, plus costaud. Si on prendrait la moyenne des poids corporels des personnes, vont être plus lourds. Là, peut-être que les États-Unis vont faire monter la balance, mais là, on ne parle pas d'obésité, là, on parle vraiment de stature athlétique, si on veut. Mais des très grandes, très grosses personnes, on va dire. Là. Autant chez les hommes que les femmes. Si on prend des pays comme la Norvège, la Suède, on va souvent voir des femmes qui vont faire 6 pieds. Chose qu'on ne verra pas nécessairement là, dans d'autres pays. Fait que, je pense que ces génétiques-là ont plus de potentiel pour les sports de force. Puis je pense que les sports de force aussi ont une histoire dans ces pays-là. Chose qu'on retrouve également au Québec. Pourquoi les hommes forts, c'est populaire? Puis on a souvent dit que c'était le berceau des hommes forts, le Québec. Ça a tout le temps été dans notre histoire depuis Louis Cyr, tout ça. Vous parlez de compétition d'hommes forts avec un Québécois, il sait c'est quoi. Tout le monde sait c'est quoi un homme fort ici. Sauf que si tu vas dans le Canada anglais, parce que je vois souvent les gens n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est comme un peu méconnu. Ils vont penser qu'on est des lutteurs ou peut-être pas de football ou ils connaissent peut-être les Highland Games un petit peu plus que les enfants. Moins une histoire. Au Québec, on a toujours eu des athlètes de haut niveau à peu près toutes les générations depuis Louis Cyr. Il en a passé beaucoup. C'est plus connu également. Ça incite aussi les jeunes à en faire. C'est ce qui est intéressant maintenant, puis je le vois parce que j'entraîne plusieurs athlètes français via mon site de coaching online, puis ça se développe en France, puis ça fait connaître le sport. Le fait d'avoir des athlètes qui vont performer à l'international, comme je pense que je connais très bien Aurélien Lejeune parce qu'on a compétitionné souvent ensemble, et ce que je regarde, ce que Benjamin Donin peut faire aussi, il est champion du monde chez les 80 kilos, c'est sûr que ça donne le goût à d'autres gens de l'essayer aussi. Fait que c'est le fun, mais je suis content de voir que ça se développe aussi en France. Parce que finalement, au Québec, notre génétique est majoritairement française aussi. Fait qu'elle est aussi bonne que la vôtre, là, c'est ce que je veux dire. C'est très riche ce que tu partages, Jean-François, et merci déjà pour ça, d'une grande richesse. Juste pour revenir à quelque chose que tu as souligné, un point très important, c'est que quelque part, nous, on est aussi forcément une génération et un héritage de tout ce qu'il y a eu avant nous, oui. Nos grands-parents, grands-parents, etc. Et que quelque part, notre environnement nous conditionne. Et que dans ces gènes aussi, on porte ce conditionnement, comme tu l'as très bien expliqué. Ouais. Et c'est très intéressant que de voir que dans un certain environnement, on peut devenir plus fort, on peut développer certaines capacités physiques. Toi, de ton expérience par rapport à ton parcours, tu as grandi au Canada, c'est ça? Oui.
Donc, avec cette culture aussi très sportive, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu as pu avoir ces résultats? Pour les gens qui te suivent, peut-être c'est des questions qu'on te pose. Donc, tu nous as expliqué qu'il y avait cette force aussi que tu as découverte, pardon, l'entraînement. Qu'est-ce qui fait que 9 fois d'affilée, ben, tu es homme le plus fort, que 9 fois d'affilée, tu es finaliste? Euh, Qu'est-ce que tu pourrais partager par rapport à ça? Ben, moi, je pense que ça part de loin. Moi, je pense que ça passe par mon expérience sur la ferme quand j'étais jeune. Okay? Moi, j'ai connu la vie sur la ferme familiale. Fait que j'ai vécu avec des gens, mon père, mon grand-père, qui ont travaillé 7 jours sur 7 toute leur vie, de 5 heures le matin à je ne sais pas quelle heure le soir, tu comprends? Et j'ai connu ça quand j'étais jeune. Première chose, je crois que le travail manuel, pendant l'adolescence, forge une certaine force de base, comme la force des mains. Ces choses-là, ça se forge à l'adolescence. Ça, c'est très naturel. C'est quelqu'un qui a une mauvaise prise, ben, il va l'améliorer avec l'entraînement, mais ça ne deviendra pas un point fort très souvent, parce que c'est très, très naturel. Puis il aura beau prendre ce qu'il voudra, ça ne va absolument rien changer. Fait que ça se forge au jeune âge. Fait que ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai toujours travaillé avec mes mains. Deuxième chose, quand j'ai commencé dans le sport, j'ai commencé l'entraînement, puis j'ai voulu devenir meilleur, c'est quoi j'ai fait? J'ai travaillé comme on me l'a montré quand j'étais jeune. C'est sûr que l'éthique de travail était peut-être supérieure à la moyenne des gens. Tu comprends? C'est moi, du 9 à 5, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai poussé là-dedans, puis je me suis donné à 100%. Puis mon grand-père m'avait tout le temps dit, quand tu travailles fort dans la vie, tu peux à peu près réussir tout ce que tu veux. Mais il faut que tu mettes les efforts. Tout part de là. Je pense pas que j'étais le gars qui avait la meilleure génétique. Je pense pas que j'étais le gars qui avait le meilleur potentiel au Canada. Mais je pense que c'est moi qui s'entraîne plus fort. En tout cas, j'essayais de le faire. Je me disais tout le temps qu'il y avait sûrement quelqu'un quelque part qui s'entraînait plus que ça. Fait que je faisais des efforts, puis j'adorais m'entraîner. Fait que quand tu aimes ça en partant, c'est une passion, c'est très facile de les faire, ces efforts-là. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a démarqué du lot. Puis ça a fait que j'ai battu des gars qui étaient plus forts que moi aussi. C'est ce que ça a fait, puis j'ai grandi à travers ça. Mais je pense que le secret de mon succès, ça a été le travail. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais j'ai tellement eu de plaisir à le faire que, tu sais, moi, j'ai été des années, je n'avais pas de travail comme tel, je faisais ça à 100%. C'était entraînement, l'alimentation, le repos, c'était ça à la semaine longue. Mais je le disais, moi je travaille pas. Je m'amusais, dans le fond. Moi, j'ai tout le temps eu du plaisir à travers ça, parce que c'est plus facile. Si c'est un fardeau, un jour, tu sais, la motivation est éphémère. Hein. Tu peux être motivé, hein, mais tu peux pas être motivé tous les jours. Ça prend de la discipline. C'est la discipline qui fait la différence. Exactement. Merci Jean-François pour ce que tu partages, c'est très riche. Et moi, mes grands-parents, pareil, étaient fermiers. Et ma grand-mère, encore 95 ans, 9 enfants. Et c'est vrai que ce que tu dis, quand on a pu voir ça et quand on a vu ces gens-là, la santé, l'énergie, la force qu'ils avaient comparé aujourd'hui à, à ce qu'on est capable, c'est juste exceptionnel. Il y a une étude qui a montré justement, tu parlais de quelque chose par rapport à l'obésité. En 100 ans, en moyenne, que ce soit aux États-Unis ou en France, etc., les gens sont passés de 6 à 7 heures d'activité à moins de 30 minutes par jour. Et ça, c'est juste incroyable, en fait. Et juste ça, en fait. Si on remet ça à l'essentiel, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, quand il parlait beaucoup du Québec, les hommes forts, le berceau des hommes forts était le Québec, mais la société était majoritairement constituée de travailleurs manuels. Il y avait beaucoup de travailleurs d'usine, de bûcherons, des fermiers, des choses comme ça. C'est un entraînement journalier, finalement. C'est sûr que ça développe, puis c'est de là que sortent certains êtres exceptionnels qui avaient une génétique supérieure aux autres, ben, ils se sont développés à travers le travail manuel. Puis c'est là que les premiers hommes forts ont apparu. Tu sais, Louis Cyr, c'était un travailleur d'usine à l'époque. Il a découvert qu'il était fort. Victor Delamarre, c'est un peu la même chose. Joe Montferrand, c'est un bûcheron. C'est des histoires comme ça, mais c'est des travailleurs manuels. On a un peu ce bagage-là de ces gens-là qui ont, avant l'arrivée de la mécanisation, ont travaillé très, très fort de leurs mains. C'est un peu ce qui donne notre bagage, mais je pense qu'aujourd'hui, ça part un petit peu de l'autre bord parce qu'il se fait de moins en moins de travail manuel. Puis malheureusement,
la sédentarité des jeunes, on va dire des adolescents, même des jeunes en très bas âge, va peut-être créer un problème parce qu'ils ne sont pas assez actifs. Exactement. Jean-François, pour pas te prendre trop de temps, je te pose quelques questions. Par rapport à toi, au niveau aujourd'hui de ton entraînement, tu fais partie des meilleurs dans ce domaine au monde. Comment tu t'entraînes? Parce que tu as évoqué des choses très intéressantes, notamment les blessures. Il faut pas se mentir, quand on est à très haut niveau, quel que soit le sport, c'est des entraînements qui sont souvent intensifs. Donc, il y a aussi une part de risque de blessure, mais on est obligé de jouer avec ça pour pouvoir performer. Comment toi, tu jongles entre tout ça? Comment tu t'entraînes un petit peu en ce moment pour maintenir ce niveau de performance déjà et aller chercher plus? Ouais, l'entraînement, mais premièrement, quand je m'entraînais à temps plein, on parlait d'un 25-30 heures par semaine d'entraînement, incluant les routines de mobilité extrême un peu, la flexibilité, très important. Mais c'est un mélange d'entraînement de force athlétique, comme vous appelez en France, et de pratiquer les épreuves d'homme fort. C'est un mix des deux. Puis il va y avoir les assistances qui vont ressembler peut-être un petit peu à un entraînement de bodybuilding. Et qu'on va toucher à toutes les facettes un petit peu. Puis avec le temps, mon entraînement a changé dans le sens que quand j'étais plus jeune, on poussait presque à l'entraînement au maximum, puis on prenait plus de risques. Mais avec l'âge, ben là, j'ai découvert que je ne pouvais plus faire ça. Là, les blessures arrivaient, il fallait s'entraîner, on va dire, plus intelligemment. Fait qu'on trouvait des moyens de charger un peu moins en entraînement, mais se donner autant on va dire, augmenter le volume musculaire. On donnait plus de répétitions, plus de séries. Fait que le volume augmentait comme ça, avec des charges peut-être un petit peu réduites, pour être capable de brûler le muscle à 100% et travailler sur la capacité. Et je dirais que mes dernières années, dans la compétition, je faisais plus de repos. Aussi, parce qu'à 40 ans, tu ne récupères pas comme à 25. Fait que j'ai dû m'adapter au fil des ans. Mais quand j'avais 25 ans, de 25 à 30 ans, là, c'était l'enfer. Je vais te dire, l'entraînement, c'est vraiment ça. Compétition à tous les jours. C'est une compétition à tous les jours, mais c'est comme ça que je me suis développé. Mais tu crées aussi une résistance au corps. Il faut que le corps il fasse face à ça. Parce que si tu le pousses en compétition, la blessure va arriver plus facilement. Fait que je pense qu'il y a une grosse question de résistance. Puis ça, c'est la facette de l'entraînement qui va ressembler beaucoup aux entraînements de tir au poignet. Pour le ham wrestling, c'est pas juste de la force. Il y a beaucoup de résistance aux blessures. Parce que si tu es entraîné pour un tournoi de tir au poignet, pendant des années, tu ne seras pas capable de passer à travers le tournoi, même si c'est plus fort. Tu vas finir par avoir trop mal au coude, puis ça comprend. Il y a de l'endurcissement. Ben, les hommes forts, il y a une portion d'entraînement qui est dédiée à ça. S'endurcir, avoir mal, s'entraîner avec de la douleur, c'est comme ça que tu viens qu'au bout de 10-15 ans, ben là, tu n'as pas moins mal. Je vais dire ça comme ça, puis tu passes à travers des compétitions comme si c'était une balade dans le parc. À ce moment-là, la compétition devient ta zone de confort. C'est là que tu performes. Je vais te dire comme ça. Tout à fait. Non, magnifique, magnifique. Tu as partagé quelque part cette corne indispensable que l'on doit faire sur les mains comme à l'intérieur de nous pour être vraiment fort. La dernière fois, justement, avec Aurélien, il partageait cette phrase. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Que quelque part, il disait que non fort s'entraîne peu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est le fait justement d'avoir acquis tout ce bagage pendant des années qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, s'entraîner moins? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai à 100%. C'est vrai à 100% parce que l'entraînement, Aurélien, ça fait très longtemps qu'il fait ça lui aussi. Là, on a à peu près la même âge. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, admettons, Aurélien a fait des hommes forts pendant 20 ans, on va dire ça. Et tout ce qu'il avait à acquérir, il l'a acquéri. OK, il va apprendre des nouvelles choses encore. C'est la même chose pour moi. Il y a tout le temps un peu de nouveau, mais la base est là. Tu sais, c'est comme faire du vélo. Tu veux une pierre d'Atlas, c'est la même chose, tu ne l'oublieras jamais. Fait on n'amène pas l'entraînement avec la même, on va dire, perception. Là, je n'ai plus besoin de me pratiquer autant avec les pierres. Il faut que j'aille mal nulle part, que la force soit là, ça va bien aller. J'ai plus autant de pratique, d'heures de pratique à faire parce que c'est de l'acquis. On va dire ça comme ça. Fait que, oui, c'est vrai. Puis quand tu es à ce niveau-là, parce qu'avec la blessure, l'an passé, j'ai arrêté de m'entraîner pendant une longue période. Quand je suis venu de retour à l'entraînement, c'est revenu quand même très, très vite. Cette mémoire musculaire-là existe aussi.
Puis quand tu deviens un homme fort, on va dire, quelqu'un qui compétitionne à l'international de niveau mondial, tu vas rester un homme fort le restant de tes jours. C'est ce que je... Puis la force, ça va baisser avec l'âge, tout ça. Et si tu te gardes en forme, tu restes que tu as des capacités supérieures à la moyenne quand même. Merci à toi vraiment, Jean-François. Combien de calories tu prends à peu près au quotidien? Est-ce que tout est mesuré? Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne un peu sur ça? Là, présentement, non. Parce que je n'ai pas compétitionné cette saison. Ça va aller plus vers la fin de l'année. Mais avant ma blessure, j'étais à 8500 calories par jour. À 7 repas, c'était très, très difficile. C'est ça qui était dur. L'entraînement, là, c'est le fun. Ça, c'est le bout de fatigue. Manger. Ça, c'est sûr, t'es en over. Je suis quelqu'un qui s'est toujours battu pour prendre du poids. C'était difficile, mais oui, là, c'était 7 repas par jour. J'essayais, des fois, j'étais capable de l'atteindre, le 8500, là, mais c'était plus 8000, là, je vais te dire. Il faut tout le temps targeter un peu plus haut pour être capable de l'embattre. Et là, je te parle pas de supplément, là, puis de shake. C'est 8500 à fourchette. C'est le problème beaucoup avec les gens qui commencent dans les sports d'entraînement. Les autres, ils pensent qu'ils mangent. Mais je t'annonce que tu ne manges pas. C'est pas ça, manger. Il faut que tu les apprennes à manger, mais ça prend des années pour en venir qu'à manger ça. Moi, avant, je n'étais pas capable de manger ça. Je l'ai augmenté au fil des ans. C'est très, très long au corps de s'adapter. C'est comme ça que tu récupères mieux, puis tu vas aller chercher du gain. La masse musculaire avec un entraînement qui dépense énormément de calories, tu comprends? Et c'est pour ça. Exactement. Il faut que tu manges, mais souvent, tu sais, je sais, j'ai un gym, puis on entraîne plein de gens, puis ils me disent, je mange beaucoup. C'est quoi pour toi manger beaucoup? Finalement, ils ne mangent pas. Ils mangent 2 repas par jour. C'est manger beaucoup une fois, tout le monde est capable de faire ça. Manger aux 2 heures, c'est une autre histoire. Exactement. Merci Jean-François pour ce que tu as partagé, c'est très très riche. Mais ça me donne... Mais moi aussi vraiment vraiment très très heureux. Dernière petite question, si tu avais 2-3 conseils, tu as dit beaucoup de choses, mais pour des jeunes, peut-être que tu as des choses qui reviennent régulièrement, pour les aider, des gens peut-être qui ont commencé, mais qui comme toi aimeraient avoir une carrière ou pouvoir performer, qu'est-ce que tu aimerais partager si tu avais 2-3 choses? Pour un jeune qui voudrait commencer en force, moi, ce que je dirais, les meilleurs conseils qu'il y a, premièrement, apprenez à faire des levées de base avec une technique parfaite. Prenez-vous un entraîneur. Allez voir quelqu'un qui a de l'expérience. Apprenez là, à faire un vrai squat, un vrai soulevé de terre. Acquérir des techniques qui vont vous permettre par la suite de progresser sans vous blesser. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, l'hygiène de vie. L'alimentation et le repos, c'est la clé pour avoir des résultats. Même si tu t'entraînes super bien, puis même si tu manges bien, si tu ne dors pas, puis tu fais le party, on va dire, ça ne fonctionnera pas. Tu comprends? C'est très, très important. Puis le meilleur conseil que je peux donner également, puis ça, là, j'aurais aimé ça me le donner, ce conseil-là, il y a 15-20 ans, négligez pas l'étirement et la mobilité. C'est très, très important si vous voulez prévenir les blessures et pouvoir performer avec la prise de masse que vous allez avoir. La mobilité est très négligée par les jeunes. C'est ce qui fait un peu que tu vas payer pour plus tard. Je le sais, j'ai payé. J'ai payé. On l'a fait. On avait moins de connaissances à l'époque. Mais ne négligez pas cet aspect-là. Il faut que vous garder votre mobilité puis votre souplesse. C'est la clé pour devenir un bon athlète qui ne se blesse pas. Puis ensuite de ça, quand vous vous entraînez, là, laissez votre téléphone dans le casier. Focus, training. Jean-François, merci beaucoup pour ton partage. J'espère qu'on est dans les temps. Yes, nickel. Merci, j'ai été ravi, une personne extraordinaire. S'il y a des amis qui voient l'interview, on va le garder enregistré aussi. Ici ou sur YouTube, si vous avez des questions, si vous avez envie de progresser, Jean-François, il fait du coaching, il peut vous accompagner, un des meilleurs au monde. Donc, n'hésitez pas. C'est un grand plaisir, Jean-François, de te rencontrer. Merci pour ces précieux conseils et tout ce que tu as partagé, c'est top. Quel est ton prochain objectif pour terminer? Je te laisse la parole. C'est quoi la prochaine échéance? Ouais, la prochaine échéance, je fais un retour à la compétition au mois d'octobre lors de la Magnus Classic. Ça va être ma première compétition. Puis en décembre, je vais participer au championnat mondial des maîtres aux États-Unis. Parce que là, je vais avoir 41 ans à ce moment-là. Puis ça fait déjà plusieurs années que Zydrunas Savikas remporte le titre. Mais cette année, je lui annonce qu'il va avoir une certaine... Ça va chauffer.
Jean-François, merci beaucoup. Mais moi, je vais suivre tout ça. Vraiment, tu es quelqu'un d'incroyable. Un immense merci. Belle journée à toi. Bon training et à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.